Bonsoir Frédéric Saint-Jour. Bonsoir. Vous êtes un énarque converti à l'industrie. Vous êtes arrivé il y a 25 ans chez PSA Peugeot Citroën. Vous en êtes aujourd'hui le directeur financier, directeur de la stratégie et depuis une semaine, directeur des marques Peugeot et Citroën. Donc, on peut dire pour commencer que vous ne manquez pas d'appétit. C'est vrai que je suis très très content de retrouver le domaine du produit, des clients, parce que c'est là que je pense que la vraie adrénaline dans notre métier se trouve. Alors, il faut dire aussi qu'il y a une des deux marques, en tout cas que vous connaissez, peut-on dire mieux que l'autre, c'est Peugeot, puisque vous avez longtemps dirigé Peugeot. Oui, pendant 10 ans, j'ai été directeur général de cette marque. J'en ai des souvenirs émus. On a lancé des voitures qui ont connu des gros succès, puisque la 206 est la voiture que Peugeot a vendue le plus de toute son histoire et qui existe encore. Donc, c'est vraiment une période que j'aime bien. Mais maintenant, c'est de l'ensemble des marques du groupe dont je m'occupe. Alors précisément, Citroën, qu'est-ce que ça représente pour vous, que ne représenterait pas Peugeot? En quoi, les marques dont vous vous occupez aujourd'hui sont-elles complémentaires? Elles sont très complémentaires et on le voit dans l'offre commerciale d'aujourd'hui puisque Citroën a maintenant une gamme très complète et avec une ligne DS qui maintenant est avec 3 voitures dans sa plénitude. DS3, DS4, DS5 qui est en lancement et on va voir donc en 2012 cette ligne de Citroën se développer. Alors bien sûr, en Europe et sur de nombreuses destinations comme l'Amérique latine. Et puis surtout, ce qui va être très intéressant, c'est qu'avec notre seconde joint venture en Chine, nous allons avoir une marque DS qui va être développée de zéro avec des concessionnaires DS, des propositions DS encore plus fournies que ce qu'on a aujourd'hui en Europe. Et on va voir ce que ça veut dire que développer une marque premium à l'intérieur de la marque Citroën. Il y a pour les 2 marques du groupe PSA une stratégie, de montée en gamme, hein, qui est en cours. On veut apparemment se rapprocher des standards allemands. Est-ce que, aujourd'hui, cette stratégie porte déjà ses fruits selon vous ou pas? Il suffit de regarder les chiffres. Nous étions avec nos véhicules premium, nous représentions seulement 13% des ventes il y a 2 ans. Aujourd'hui, nous sommes à 18% des ventes et nous serons à 20% en 2012. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que ces 18% de ventes de bâtons représentent déjà le double en termes de marge. Mmh. C'est-à-dire près de 40% des marges des marques Peugeot et Citroën viennent de ces véhicules premium. Et donc c'est un effet économique très important. C'est la raison de l'option que vous avez prise de monter en gamme. C'est parce qu'on gagne plus d'argent tout simplement sur les modèles un peu plus raffinés, disons? Il y a à la fois cet aspect purement économique et puis aussi il y a l'image de marque. J'évoquais la Chine tout à l'heure. Bien sûr, en Chine, la concurrence est extrêmement forte et ce sont les marques, si elles gèrent bien leur image, qui sont les éléments fondamentaux de la conviction qu'on a vis-à-vis des clients chinois. C'est vrai aussi en Europe. En Europe, si on n'a pas des marques qui montent en gamme, on est dans un marché saturé, soumis à beaucoup de difficultés parce qu'il y a des nouveaux entrants, il y a une concurrence par le bas, entre guillemets, qui est là pour nous rendre la vie difficile. Mmh. L'exemple de 2011 est assez clair sur ce point. Nous avons perdu des parts de marché en Europe. Nous faisions 14,2% du marché européen en 2010, nous en faisons 13,3% en 2011. Tous les points que nous avons perdus, c'est le segment B. Les petites voitures mainstream, comme on dit. Mmh. Eh bien évidemment, si la marque monte en gamme, ce sera plus compliqué pour les concurrents de venir nous chercher sur ce type de véhicule. Alors vous le disiez vous-même à l'instant, dans une conjoncture, difficile, on voit bien qu'il y a une espèce d'effet de ciseau entre la vision stratégique qui est la vôtre, la montée en gamme, et puis le fait qu'aujourd'hui encore, le gros du marché pour PSA et Citroën, ce sont, les petites voitures. À quand la fin de cet effet de ciseau qui va vous sortir, du relatif marasme dans lequel vous avez été cette année? L'an Je serai dernier? encore plus, comment dire, plus précis que vous. Il y a deux effets de ciseau. Le premier, c'est la dépendance vis-à-vis de l'Europe. Mmh. On est encore avec 58% de nos voitures en 2011 vendues en Europe. Contre, c'est vrai, 2 tiers il y a seulement 3 ans, mais quand même encore 58%. Trop Et notre dépendant de ce objectif, marché mature donc, bien hein? sûr, Mmh. marché mature, et puis il se trouve qu'en plus, La la conjoncture conjoncture est pas bonne. économique Mmh. européenne n'est pas bonne, alors qu'ailleurs, les marchés progressent. Notre objectif est donc de faire 50% de nos ventes hors d'Europe en 2015 et 2 tiers de nos ventes hors d'Europe en 2020.
Ça, c'est le premier ciseau. Et là, nous nous en échappons progressivement, puisque par exemple, sur le deuxième semestre 2011, on est déjà à 46% de ventes hors d'Europe. Et puis le deuxième ciseau, c'est celui que vous évoquez. Et effectivement, aujourd'hui, tous les véhicules premium que j'évoquais tout à l'heure, ça représente un nombre de voitures égal à la 207 plus la 206. Et donc, il va nous falloir un peu plus de temps pour progressivement voir cette part des véhicules premium prendre la majorité. En termes de marge, c'est déjà plus près, puisque je vous disais, 40% de notre marge viennent de ces véhicules premium. Et donc on va assez vite passer, sans doute, dès 2012, à 50% de la marge venant de ces véhicules premium. Un événement de 2012 va, disons, nous rendre la vie plus facile. C'est que nous allons remplacer 207 et 206 par la 208, qui est un véhicule que j'ai eu la chance de voir et de conduire et qui est vraiment très très réussi. En attendant, la période est quand même relativement difficile. PSA vit à l'heure des suppressions d'emplois, des restructurations. Quelle est l'atmosphère au sein de l'entreprise? Tout notre objectif, c'est de faciliter la mobilité des gens à l'intérieur de l'entreprise pour faire en sorte que pour le futur, ils soient dans une meilleure situation qu'avant parce qu'ayant pu améliorer leurs compétences, changer peut-être dans le cas échéant de métier. Et donc c'est ça notre objectif. Alors c'est vrai qu'il va y avoir des suppressions d'emplois, mais c'est bien par ce changement de compétences et le cas échéant de métier que nous cherchons à le faire. La conjoncture, on voit effectivement un marché européen en 2012 qui va baisser de 3%, quelque chose comme ça. Pas Mais plus. globalement, oui, c'est cet ordre de grandeur. Alors, sans doute, le début d'année sera un tout petit peu plus difficile que la suite. Et pour nous, c'est vrai aussi parce que, je vous le disais, la 208 arrive au printemps. Et là, effectivement, ça change très fondamentalement les choses. Donc, une ambiance européenne difficile. En revanche, la Chine, la Russie, l'Amérique latine, nos zones de développement vont continuer à connaître une croissance forte de leur marché en 2012 et nous allons gagner des parts de marché sur ces marchés parce que nous avons des offres produits, des JV nouvelles qui se développent, donc toute une stratégie d'internationalisation, de globalisation du groupe qui est en marche et qui, là, cette fois-ci, rend tout à fait ses effets. Je n'oublie pas que vous êtes président de l'Union des industries et des métiers de la métallurgie. En tant qu'industriel, qu'est-ce que vous attendez, vous, du sommet social qu'a convoqué Nicolas Sarkozy la semaine prochaine? Clairement, un choc de compétitivité pour l'industrie française. Alors, ça peut prendre deux formes. La forme réduction instantanée ou forte du coût du travail par le transfert de cotisations sociales patronales et salariales vers d'autres sources de financement, au choix évidemment des décideurs de choisir le meilleur cocktail. C'est le débat sur la TVA sociale. Voilà. Et puis le deuxième élément, toujours dans cette adaptation, cette flexibilité pour l'industrie française, c'est de faire en sorte que les accords majoritaires qu'on peut passer dans une entreprise, effectivement, soient véritablement appliqués. Et cela, c'est le meilleur équilibre possible, suivant la conjoncture, entre l'emploi dans l'entreprise, les niveaux de rémunération dans l'entreprise et puis la durée du travail dans l'entreprise. On sait bien qu'une des caractéristiques de l'industrie allemande, c'est de pouvoir passer ce type d'accord et d'arbitrer, de trouver le meilleur équilibre avec les partenaires sociaux sur ces différentes variables. En France, c'est beaucoup plus compliqué. Si de ce sommet pouvait sortir cette possibilité, alors ce serait une bonne chose. Merci Frédéric Saint-Jean. Merci.